pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous. Alors, décidément, avec Monsieur Trump, on ne s'embête vraiment pas. C'est le cas de le dire. Il est là depuis combien de temps? 36, 37 jours, 38 jours? Allez, 38 jours. Depuis 38 jours, il est là et tous les jours, je dis bien tous les jours, nous avons des nouvelles complètement abracadabrantes. Tous les jours, le monde tremble devant Trump. C'est complètement fou. Bon, alors là, hier, quand même, ça a été fort. Là, vraiment, très, très fort. Engueulade à la Maison-Blanche. Alors là, c'est vraiment la première fois que je vois ça dans ma vie de journaliste. 50 et quelques années. La première fois. Le ton monte petit à petit. Vous allez voir. Alors, je ne vais pas vous passer toute la séquence. Vous l'avez en lien dans la description et en haut. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. That. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position on to this question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not Mr. in a Brown, good position. I don't was have in the cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What are you You're thinking gambling about? with What are you World thinking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot of Entire meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. Et on voit l'ambassadrice d'Ukraine à Washington se mettre la tête dans les bras. Elle sait que c'est la fin. C'est terminé. Alors, en plus, alors, apparemment, selon tous les journalistes qui étaient là et quelqu'un qui travaille à la Maison-Blanche, voilà ce qui s'est passé. Je vais déjà vous expliquer, en fait, et ça vous donnera une partie de la réponse. J'ai deux sources très sérieuses à l'intérieur de la Maison-Blanche, qui est Caitlin Collins, qui est la correspondante de CNN à la Maison-Blanche, et vous avez son homologue, qui est une journaliste de Fox News. Et donc, si on mélange les deux commentaires de ces journalistes qui ont suivi, qui sont allés voir les responsables de la Maison-Blanche, qui sont allés voir aussi les responsables ukrainiens, voilà comment ça s'est passé. Juste à la sortie de cette prise de parole totalement folle, lorsque les journalistes ont été congédiés
congédié. Les Américains sont allés se mettre dans une pièce. Et Donald Trump a discuté avec Marco Rubio, avec J.D. Vance, avec Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale. Les Ukrainiens étaient dans une autre pièce. Et ils se sont dit entre eux, c'est ce que disent nos consoeurs de Fox News et de CNN, ils se sont dit, on peut plus négocier avec ces gens-là. On ne peut plus négocier. Et Donald Trump, il n'est pas allé dans la pièce à côté. Il a demandé à quelqu'un de son administration d'aller passer le message. Il faudrait que Zelensky s'en aille. Les journalistes ont compris avec la délégation ukrainienne que les Ukrainiens voulaient rester pour continuer à négocier. Et Trump a dit non, ils s'en vont. Et ils sont partis. Donc, Zelensky est prié de sortir de la Maison-Blanche par Donald Trump. Il s'en va. Et souvenez-vous de ce sénateur américain qui a été un sénateur républicain qui a aidé énormément Zelensky. La rencontre Trump-Zelensky a suscité des réactions mitigées chez les républicains. Le sénateur Lindsey Graham, favorable à l'Ukraine, a critiqué le comportement de Zelensky et l'a exhorté à s'excuser, affirmant qu'il devrait démissionner et reconsidérer son avenir politique. Quelques heures plus tard, Zelensky est à Fox News. In the Oval Office. Do you think you did? And do you think you owe an apology to President Trump? Thank you so much. First of all, thank you for the invitation, for this dialogue, and good evening to all your country, to all Americans. I'm very thankful to Americans for all your support. You did a lot. I'm thankful to President Trump and to Congress bipartisan support. And I was always very thankful from all our people. You helped us a lot from the very beginning during 3 years of full-scale invasion. You helped us to survive. Anyway, we are strategic partners. And even in such tough dialogue, and I think we have to be very honest. And we have to be very direct to understand each other, because it's for us very necessary to President Trump. And I'm with all respect that he wants to finish this war, but nobody wants to finish more than we, because we in Ukraine, we are in this war, we are in this battle, and battle for freedom, for our lives. So I'm just telling that I think that we have to be on the same side, and I hope that the president on our side together with us, and that is very important to stop Putin. Les Américains sont remerciés. Ce qui n'empêche pas que, quelques heures plus tard, il prend l'avion pour Londres, pour un conseil de guerre à Londres demain, dimanche 2 mars. Avec qui? Mais avec tous les Européens. Peut-être Macron y sera. Ah, n'oubliez pas, au fait, que demain dimanche, je fais donc la revue de presse du dimanche avec des extraits de journaux du monde entier. Et là, elle sera vraiment très, très fournie, car j'ai pas mal de choses à vous dire sur un changement complet, je dis bien complet, des États-Unis dans le monde. La revue de presse numéro 455 du samedi 1er mars 2025. Au revoir, bonne lecture. Benjamin, je sais pas, moi j'avais l'impression de voir l'histoire qui se déroulait devant mes yeux, toi. Absolument, un épisode historique, il n'y a aucun doute. Puis moi, Richard, ce qui me fascine là-dedans, c'est le contexte dans lequel ça se produit. Puis il est important vraiment de mettre ça en place. On parlait, tu as mis le doigt tout à l'heure dessus sur cette entente des minerais, d'extraction de métaux stratégiques, de terres rares. C'est vraiment le cœur de ce qui est en train de se produire en ce moment. On remonte au 12 février. Trump a envoyé son secrétaire du Trésor. C'est un épisode qui avait été un peu suivi à ce moment-là, Scott Bessent,
qui arrive en train à Kiev au beau milieu de la nuit avec entre ses mains cette fameuse entente sur les terres rares, les métaux stratégiques, et le plan, c'était de la faire signer le soir même, sur le champ par Zelensky. Le président Zelensky, qui lui voit cette entente, dit « Voyons, ça n'a aucun sens, je peux pas vendre mon pays, il faut absolument que... » Et pour gagner du temps, il dit « Je vais présenter ça à ma législature, au gouvernement ukrainien, on va d'abord voir si c'est légal, si c'est possible. » Et les Américains, à ce moment, s'entendent à ce que ce soit signé dans les heures qui suivent. Zelensky essaie de gagner du temps et lui, ce qu'il essayait depuis le début, c'était vraiment de dire « On est prêt à vous donner l'accès à nos minéraux. » Ça, c'est important de le comprendre. Les métaux stratégiques, les terres rares, l'Union européenne a déjà une entente, notamment avec l'Ukraine, pour y accéder. Et ça prédate la guerre face à la Russie. C'est en 2021. Donc, l'Ukraine était parfaitement ouverte à développer son secteur minier. Il n'y avait pas de problème. Ce qu'elle voulait, c'était une garantie de sécurité. Les Américains, eux autres, ils disaient non, garde. Si jamais tu deviens notre vache à lait, puis si jamais nos entreprises ont exploité tes gisements, puis tu deviens stratégiquement important, naturellement, on va te défendre. Donc, la garantie de sécurité, les Américains disaient, elle est implicite. Et là, Zelensky refuse, et refuse, et refuse. Et Trump, publiquement, dit, non, il va signer, vous allez voir, il s'en vient vendredi, il va venir signer à Washington. Donc, ce qu'on préparait pour Zelensky, après qu'il avait dit publiquement qu'il était hors de question, c'était un dîner de cons, c'était une humiliation publique, juste de le recevoir à Washington. Et là, c'était pas nous qui allions chez eux, c'est lui qui venait à Washington. Et on voit la scène dès le départ. J'ai vu ça tout à l'heure passer, c'est complètement inaperçu. Zelensky sort du véhicule en arrivant à la Maison-Blanche, tend la main à Donald Trump, avant même que la rencontre ait lieu. Trump le regarde et lui dit « Wow, t'es bien habillé aujourd'hui », remarquant le fait que Zelensky ne portait pas de complet. Donc déjà en commençant, on voyait qu'il y avait une espèce de dîner de cons, une humiliation planifiée, et Zelensky, à la grande surprise de tout le monde, a choisi de retourner ça contre Trump, de retourner ça contre Jay. Mais Benjamin, c'est pour ça donc que Trump a décidé de mettre ça devant les caméras en disant, écoute, je vais l'écraser, je vais l'humilier et je vais montrer à la planète entière c'est qui le boss. Selon toi, ça s'est retourné. En fait, Zelensky a fait du judo, c'est-à-dire qu'il a pris la force de son adversaire puis il l'a retourné contre son adversaire. Est-ce que tu crois que Zelensky s'en sort gagnant de cette vidéo-là? Non, moi je pense, mais autant spectaculaire ça a pu être, Richard, malheureusement, moi j'ai l'impression que ce à quoi on vient d'assister, c'est au suicide politique de Zelensky. Parce que peu importe à quel point ça va être populaire en Ukraine, peu importe à quel point ça va être populaire chez les gens qui appuient l'Ukraine en Occident, dans les pays comme le Royaume-Uni, la France, le Canada, etc., clairement les gens vont se positionner pour Zelensky. Mais le fait est qu'en ce moment, la posture de Zelensky, elle est extrêmement fragile. Et c'est ça que Trump lui a répété à plusieurs occasions, à dire « Attention, t'as pas les cartes ». Trump, déjà, il y a quelques jours, faisait allusion au fait que « Attention, toi là, t'es dû pour une élection. On devrait peut-être te remplacer. » Donc, le sous-entendu, le sous-texte ici, c'était « Si on n'a pas notre entente de minerais avec toi, on va l'avoir avec quelqu'un d'autre. » Et donc, Zelensky, aujourd'hui, qui vient un peu... écoutez, il vient faire l'ultime doigt d'honneur d'une certaine manière à l'administration américaine et dire, vous allez me remplacer, mais moi je vais partir avec l'honneur, je vais partir avec la décence et on dira de moi que j'ai résisté, que j'ai tenu tête aux Américains. Mais à mon sens, il devient clair que Zelensky n'est plus en posture de négocier la paix ukrainienne vis-à-vis la Russie avec les Américains comme médiateurs. Et d'ailleurs, Trump a publié un message sur Truth Social il y a environ 40 minutes maintenant, disant explicitement que Zelensky n'est pas prêt pour la paix, que ce n'est pas un partenaire crédible donc dans le contexte actuel et que il pourra revenir lorsqu'il sera prêt. Donc le message ici, il me semble assez clair, c'est vraiment que Zelensky, aux yeux des Américains, n'est plus un partenaire fiable. Moi, je vous dis, regardez dans les prochaines heures. Là. Regarde bien, Richard, le spin qui va passer du côté des Américains, spécifiquement de l'administration Trump, ça veut dire c'est le temps pour des élections. Zelensky ne veut pas la paix. On a besoin d'avoir un partenaire productif. Et il y a des Ukrainiens qui vont entendre ça et qui vont dire peut-être que oui, peut-être qu'effectivement, il serait temps d'une élection. Very good feeling. I think our country has really turned around. We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. We're not looking for somebody that's going to sign up a strong power and then not make peace because they feel emboldened, and that's what I saw happening. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war. And
play games. We want peace. And it was just my impression that if we do that, if we sign up, he's looking for something that I'm not looking for. He's looking to go on and fight, fight, fight. We're looking to end the death. 2,000 people died this week. Soldiers, more than that, but 2,000 approximately people died this week. Young Ukrainians and Russians. And somebody would say, why do you care about Ukraine and Russian soldiers? I care about them. I care about everybody. And we're not doing that. Now, if we don't do anything, he's going to have to make peace, but he's dealing with a very weak set of cards. If we sign, he's dealing with a very strong set of cards, and then he doesn't want to make peace. So that's where we are. It's very simple. I'm not looking to get into anything protracted. I want immediate peace. President Putin is going to want to make, and he wants to end it. And you saw what I saw today. This is a man that wants to get us signed up and keep fighting. And we're not doing that. Not for this country. L'Américain moyen, là, qui est au bar en train de prendre une bière, là, il va dire, hey, il a dit à Zelensky, hein, c'est 350 millions qu'on met là-dedans, puis tout ça. Penses-tu que, en tout cas, sa base est bien, bien fière de Donald Trump, j'imagine? Il y a une raison pour laquelle, justement, tout ça a été fait publiquement, c'est que Trump a l'impression que c'est un enjeu très populaire que de demander une contrepartie, une rétribution pour l'aide qui a été apportée à l'Ukraine durant la guerre. Donc, lui, de faire venir Zelensky devant les caméras, tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'était carrément une manière, si on veut, de montrer qu'il pliait le genou et qu'il acceptait de kiss the ring, si on veut, face à Donald Trump. Qu'il se retourne et qu'il fasse complètement l'inverse, c'est sûr que ça aide pas Donald Trump dans sa posture de négociateur, mais dans sa posture de dire sans arrêt que Zelensky, c'est un ingrat qui veut rien savoir de négocier, il nuit au processus de paix. Tout ça, force est de reconnaître que ça va être seulement renforcé par ce à quoi on vient d'assister. Et c'est le message donc que Trump est en train de marteler en même temps, c'est Zelensky nuit au processus de paix. Oui, absolument. Et alors que Moscou se réveille ce matin, le Kremlin reste silencieux pour l'instant. Aucune réaction officielle de la part de Vladimir Poutine, qui laisse ses proches distribuer les bons points à Donald Trump. Ça a commencé hier soir avec l'ancien président de la Fédération de Russie, Dimitri Medvedev, qui a employé un vocabulaire extrêmement fleuri en qualifiant le président Zelensky de clown cocaïné et en disant que l'administration américaine avait ramené de l'ordre dans la porcherie de ce cochon. Voilà pour les amabilités. Il a également dénoncé, accusé Zelensky de vouloir amener le monde dans la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire dire la même chose en réalité que ce que dit Donald Trump. Et justement, dans les commentaires qui ont été adressés hier, il était intéressant de voir les similitudes du vocabulaire utilisé, les similitudes des arguments utilisés par les proches de Vladimir Poutine et par Donald Trump lui-même lors de cet échange. La patronne de Russia Today, le média d'État, a qualifié cette conférence d'historique. Jamais le bureau ovale n'avait connu échange plus intéressant, plus important, a-t-elle dit. Et puis plusieurs sénateurs ont pris la parole pour revenir sur chaque moment de cet échange. Un exemple, au début de la conférence, le président Zelensky est interrogé sur sa tenue, parce que vous le savez, il ne porte pas de costume depuis le début de la guerre. Il vient souvent habillé en treillis ou parfois avec des tenues noires comme hier. Et donc, un média américain lui a demandé pourquoi il ne venait pas en costume. Est-ce que c'était finalement un manque de respect pour le protocole ou pour l'institution? Eh bien, beaucoup de médias russes sont revenus sur ce moment, tournant en ridicule, en dérision le président Zelensky, sans bien sûr que lui soit donné la possibilité de réagir dans les extraits diffusés ici sur la télévision russe. Et en terminant, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, j'imagine les Américains, c'est certain que les Américains sont là aussi pour leurs intérêts, puis c'est normal, tous les pays défendent ses intérêts. Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, j'imagine les Américains ont négocié avec les pays qu'ils ont aidés, entre autres la France et tout ça, bon, en disant, écoutez, là... on veut aussi une certaine rétribution. Je sais pas, je sais que, par exemple, il disait... tous vos cinémas, par exemple, vont diffuser des films américains pendant de nombreuses années, puis il y avait plus de place pour les films français parce que là, ils ont profité de leur position victorieuse pour faire de la propagande pro-américaine, pour se remplir les poches en disant vous allez choisir des entreprises américaines pour reconstruire votre pays. Puis tu sais, c'est normal, mais ça se fait ces discussions-là de façon diplomatique, encore là, derrière des portes closes. Exact. Ça, c'est tellement bon ce que tu mentionnes parce qu'effectivement, dans l'histoire, c'est loin d'être une posture qui est nouvelle, ça. De dire, on participe à un conflit,
que ce soit financièrement, militairement, politiquement, peu importe, par les services de renseignement, l'infiltration, on a droit à un dividende. C'est loin d'être nouveau. Et on peut qualifier la moralité de tout ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Force est de reconnaître que ça a toujours eu lieu. Le deuxième point qui est un peu tabou, c'est que là, Trump nous parle de 350 milliards et nous parle de, qu'on dise 500 milliards, 50 milliards, 100 milliards, peu importe. Force est de reconnaître que l'Ukraine a reçu beaucoup d'argent de la part des pays occidentaux. Maintenant, il faut aussi mentionner que tout ça, c'était un cadeau. On n'a jamais parlé de crédit, on n'a jamais parlé de remboursement, on n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Donc, s'il était un peu prévisible que les Américains allaient éventuellement demander une forme de compensation, on s'attendait que ça allait être plus politique. Un alignement, utiliser le dollar américain pour les investissements dans réserve nationale, etc. On s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin maintenant. Et c'est là que c'est très tabou de mentionner ça. Mais l'Ukraine, elle a une dette. Si on accepte qu'elle a une dette, qu'elle n'a pas l'argent pour la rembourser, il n'y a pas 50 options. Là, il dit, oui, on a des minerais stratégiques, vous les voulez, ben écoutez, on va se créer essentiellement, c'est ça l'entente, un compte conjoint, on va exploiter ça à deux, il va y avoir 50% des revenus qui vont aller dans le compte, et une fois que vous arrivez à 500 milliards, c'est assez, on arrête. C'est ça la proposition. C'est extrêmement colonial, mais est-ce que c'est différent de ce que font les Russes au Sahel, par exemple? Tout aussi méprisable, tout aussi détestable. Mais les pays du Sahel, qui n'ont pas d'argent, les pays africains, qui ont besoin d'une garantie de sécurité face à l'islamisme, le radicalisme, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux Russes, venez chez nous, on n'a pas d'argent, exploitez nos mines et défendez-nous en échange. C'était la même entente qu'il y avait sur la table. Donc là-dessus, il faut le dire, c'est pas nouveau, c'est comment le monde fonctionne. Expliquez-moi notre alliance avec l'Arabie Saoudite. Hein? Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. On ne peut pas imaginer que l'Amérique ne se réveille pas, que le peuple américain, que les institutions américaines, que les partis américains, que les contre-pouvoirs, que les médias ne réagissent pas. Aujourd'hui, c'est vrai en Europe, on le constate malheureusement, mais c'est vrai aux États-Unis, il y a un effet de sidération. Néanmoins, une politique comme celle de Donald Trump ne peut pas ne pas laisser des traces. Et je pense que très rapidement, nous verrons les conséquences négatives. Pour l'Europe, bien sûr, mais aussi pour les États-Unis. Et vous savez, un parti populiste au pouvoir, il est soumis à l'épreuve du feu. On voit très rapidement les conséquences. Ouais. Et c'est pour cela qu'ils attachent tant d'importance à cette révolution numérique. Car c'est une façon, en quelque sorte, de rendre les États-Unis et l'Europe totalement amnésiques. C'est-à-dire de vivre sans les conséquences de ce qu'ils font, puisque le narratif sera écrit, créé par les Trumpistes et leurs alliés libertariens, les oligos, les techno-entrepreneurs qui domineront avec Donald Trump. Donc, tout ça devant les caméras du monde entier, évidemment, c'est très mal passé, mais ce que dit Trump, il a raison. Vous êtes en train de jouer aux cartes, de faire des paris avec la Troisième Guerre mondiale. Et il est aidé en cela par tous les leaders, entre guillemets, européens d'Ursula von der Leyen, en passant par Keir Starmer, Emmanuel Macron, etc., qui vont jouer le jeu et qui vont nous engager, alors que ils sont vraiment pas très légitimes dans ça, dans une guerre, dans la ruine, en fait, un troisième suicide européen, la Troisième Guerre mondiale. Trump essaye, justement, avec des mots... Alors, cette scène ne devrait pas être filmée, mais je pense que Trump voulait que le monde voit comment ça se passe et comment Zelensky, finalement, manque de respect à tout le monde parce que il arrive et il demande de la thune, il demande des armes, il dit pas merci et ça finit évidemment avec cette scène qui n'est pas surréaliste parce que dit Trump en fait? Il explique vous avez un problème en fait, un problème de recrutement de vos hommes et c'est bien tout le problème. Est-ce qu'on arrive au bout d'une histoire et à la fin d'une guerre après ce qui s'est passé hier entre le principal soutien de l'Ukraine et l'Ukraine elle-même? Sans faire de jeu de mots excessif, il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond au bureau ovale. On a assisté vraiment à une colère noire à la Maison-Blanche. C'est effectivement la fin je dirais pas comme Churchill, c'est le début de la fin ou la fin du commencement, mais c'est vraiment une date historique qui montre très bien que toute la solidarité, disons plus qu'atlantique, il y avait le Japon, il y avait l'Australie, il y avait beaucoup de pays qui avaient rejoint le camp des partisans pour l'aide à l'Ukraine, pour maintenir son indépendance, sa souveraineté, et ainsi de suite, tout le monde le sait. Eh bien là, on assiste vraiment à une césure qui est pratiquement
inévitable et très difficile à rattraper. Elle pourra éventuellement être rattrapée, mais il faudra vraiment des 13 heures de diplomatie et surtout il faudra que l'Europe se montre unie, cohérente et forte, ce qu'elle n'a pas été jusqu'à présent. C'est là la grande faiblesse. On dit toujours Poutine, Trump. Bon, ils ont beaucoup d'idées derrière la tête, pas uniquement l'Ukraine. Il y a le nucléaire, il y a les matières critiques, il y a le Groenland, il y a beaucoup de choses. Donc, il est un peu normal que les deux grands se réunissent, comme ils ont fait pendant la guerre. Et l'Ukraine est l'un des points, mais pas le seul. Alors que pour l'Europe, pour nous, Européens au sens large, y compris les Norvégiens, y compris évidemment les Britanniques, il y aura un sommet demain à Londres, l'après-midi. Il faut vraiment montrer notre cohésion, notre détermination. Mais la cohésion et la détermination à faire quoi? Est-ce que les Européens ont les moyens politiques, militaires et économiques de remplacer les Américains dans l'aide à l'Ukraine si jamais ceux-ci se retirent? Votre question est très franche, je vais répondre ici très franchement. Objectivement, ils n'ont pas tous les moyens, ils n'ont pas les moyens vraiment. Ils peuvent effectivement suppléer pendant quelques mois, bon, sans rentrer dans le détail, l'Ukraine peut mener encore les combats avec les réserves qu'elle a, qui ont été données par Biden, encore pendant 6 mois. 6 mois, c'est très court, c'est l'été. Et l'Europe peut effectivement, je dirais pas elle peut effectivement aider encore quelques mois, mais avant, disons, avant septembre, enfin, on va pas entre juillet et septembre, là, l'Ukraine sera vraiment acculée. Elle ne produit que 30 à 40% de son armement, ce qui est bien, mais elle sera surtout privée des missiles HIMARS, ATACMS, de protection aérienne patriote, qu'elle ne peut pas remplacer. Elle peut construire, elle le fait, des drones, elle peut construire des missiles moyens, mais la surveillance satellitaire lui sera certainement retirée Starlink, elle manque de tanks modernes, et elle manque surtout de missiles à très forte précision. Et ça, l'Europe, avec toute la bonne volonté, ne pourra pas lui fournir la totalité de la panoplie. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do you do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Eh oui, et si une bombe tombait sur ta tête? Toute la question est là. Entre les et si, qu'on entend d'ailleurs hein, du côté de l'OTAN et de ceux qui voudraient faire la guerre en disant et si Poutine demain envoie ses troupes dans les pays baltes, et si il engage ses troupes en Pologne, et si, tout ça pour provoquer en fait la guerre. C'est exactement ce qu'essaye d'éviter Trump, mais il a affaire à des gens qui veulent absolument hein, faire la guerre. C'est assez dingue. Et là, il a tout à fait raison de dire et si quoi en fait? Je pense qu'ils vont avoir du mal à s'en remettre, et on peut le comprendre. Ils étaient déjà pas très heureux de voir que c'était Trump qui était élu. Très rapidement, ils ont compris que Trump était vraiment sérieux quand il a dit qu'il voulait négocier la paix en Ukraine. Je pense qu'ils n'ont pas du tout vu que non seulement Trump voulait la paix en Ukraine, mais qu'il est en train de parler d'opportunités commerciales avec la Russie, de réouvrir les négociations pour faire du business, pour parler de l'Arctique, pour parler de tout un tas de sujets. Je pense que ça leur fait mal. Ils voient aussi que l'aide que les États-Unis apportaient à travers leurs officines comme USAID ou comme la NED auprès des médias ukrainiens on manquait à l'appel. Et là, ce soir, ils ont leur président qui, je pense, n'est pas forcément si populaire que ça, hein, parce que mine de rien, les Ukrainiens qui sont sur la ligne de front n'arrêtent pas de perdre hein, depuis comme un bout de temps et reprochent à leurs responsables politiques de ne pas savoir faire la guerre, de ne pas bien s'organiser. Ils reprochent eux-mêmes les affaires de détournement d'argent. Et là, leur président se fait humilier en public avec le patron, le plus gros bailleur de fonds de toute cette histoire. Ils le savent, les Ukrainiens. Ils savent qui finance ça. Ils savent que sans l'armement en provenance des États-Unis, sans les instructeurs américains, sans les informations satellites en provenance de Washington, qu'ils ne peuvent pas gagner. Et là,
leur patron s'est embrouillé avec le bailleur de fonds. Et ça, c'est quelque chose qui doit être extrêmement difficile pour eux. Et je pense que c'est pas pour rien. Même la presse mainstream française a évoqué les désertions, le nombre de personnes qui veulent quitter l'Ukraine aujourd'hui. Ça ne va clairement pas encourager les jeunes à continuer de se battre. Les jeunes et les moins jeunes, n'oublions pas que l'âge moyen de l'armée ukrainienne est plutôt de l'ordre de 45 ans que de 20 ans. Mais la déception est majeure et je pense qu'ils doivent tous se demander, mais à quoi est-ce qu'on sert? C'est plié, arrêtons de nous battre, essayons de sauver nos propres vies. Bien sûr. Mais la réalité pure et dure, c'est que nous ne pourrons pas faire en sorte que l'Ukraine gagne sur le terrain. Alors maintenant qu'on a dit ça... Maintenant qu'on a dit ça, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que les Européens, puisqu'ils n'ont pas les moyens de remplacer à 100% les Américains, qu'est-ce que les Européens peuvent dire à Londres en étant cohérents, puisque de toute façon, même s'ils soutiennent l'Ukraine, ils ne pourront pas la soutenir autant qu'elle l'a été jusqu'ici? Simplement, les Européens pourront exiger, enfin demander à faire partie du deal, comme on dit. Les négociations. Ils l'ont déjà Ça fait. reste encore à prouver. Ils l'ont déjà fait, on leur a dit non. Oui, on leur a dit non parce que on joue. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre à Riyad, il y a la rencontre à Istanbul il y a 2 jours. Disons, c'est les préliminaires, c'est pas une vraie négociation. C'est un échange de points de vue, un échange, voilà. Mais une fois, peut-être que ce n'aura jamais lieu. On ne sait pas, c'est tellement imprévisible. Peut-être qu'on va apprendre dans 3 semaines un diktat, voilà, Trump et Poutine se sont pas rencontrés et ils vont nous amener un accord en bonne et due forme, article 1 ceci, article 2, pas l'OTAN, article 3 nouvelles élections, article ceci, cela. Et nous, on nous dira, c'est à prendre ou à laisser. Alors là, le moment de vérité arrivera. On n'en est pas encore là, mais on s'en approche de jour en jour. Vous voyez, c'est là le problème. Alors effectivement, l'Europe, elle joue, elle ne sait pas encore très bien. Regardez, les Britanniques, même les Irlandais, je viens d'apprendre aujourd'hui, ils sont prêts à envoyer des troupes. Mais attention, à la condition qu'ils aient une protection aérienne américaine, qu'ils aient une protection satellitaire, toute chose que Trump a dit non pour l'instant. Surtout après le clash de la Maison-Blanche d'hier. Donc là aussi, chaque jour, malheureusement, nous éloigne d'une entente qui aurait été encore possible. Alors, on ne peut pas tout jeter l'eau du bain, le bébé avec l'eau du bain, mais on s'en approche effectivement. Dernière question. Trump propose la paix pour éviter qu'il y ait encore davantage de morts, ces recrutements forcés dans la rue, cette jeunesse ukrainienne qui va mourir au front, alors que de l'avis de Trump et de beaucoup d'analystes, c'est pas possible de gagner, sauf à engager une 3e guerre mondiale contre la Russie, ce que ne veut pas faire Trump. Et donc il explique, moi j'ai fait une proposition de paix, vous n'en voulez pas, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Dans un post sur X, le Premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré que Zelensky avait raison d'insister sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha et le président du Parlement, Ruslan Stefanchuk, figurent également parmi ceux qui ont publié des messages de soutien. Nombre d'entre eux ont qualifié Volodymyr Zelensky de courageux et l'ont encouragé. Dans les rues de Kiev, les habitants gardent l'espoir d'une paix éventuelle, avec des avis partagés sur l'importance de l'implication des États-Unis. Nous sommes déçus de ce qui s'est passé. Nous espérions un résultat positif de cette réunion. Ce n'est pas l'Ukraine qui joue avec la 3e guerre mondiale, non. Il est plus probable que nous soyons utilisés dans ce jeu comme monnaie d'échange. Mais il ne fait aucun doute que nous vaincrons, avec ou sans aide, car nous sommes une nation avec un esprit fort. Les États-Unis, et c'était pas Trump, 2014, le Maïdan, dépensent des fortunes pour faire que l'Ukraine tombe et ne soit pas encore dans le giron russe. Ça fonctionne. Ensuite, Zelensky, mauvais acteur de sa série, devient candidat. Il est élu, je ne sais pas comment. Ça, les Ukrainiens, il faudra que vous m'expliquiez. Il engage son pays dans une guerre dans le Donbass. Les accords de Minsk ne sont pas respectés. Il bombarde des populations civiles russophones. Tout ça, c'est oublié, bien sûr. La guerre, dans la tête de ceux qui veulent la guerre, commence quand les chars russes rentrent en Ukraine en réponse au bombardement. Et à partir de là, c'est l'escalade. Et aujourd'hui, après des milliers de morts, on n'a pas les chiffres, on ne sait pas, entre 500 000, 1 million des deux côtés, entre Russes et Ukrainiens, on ne sait pas. Après ce massacre, en fait, pour ces champs de boue ukrainiens, avec les terres rares, bien sûr, avec
l'enjeu géostratégique, c'est bien sûr la frontière européenne, la frontière aussi où les États-Unis ont tant investi en Ukraine sur des bases de la CIA, sur du renseignement, parce que le gaz, parce que les ressources, parce que les champs de blé qui ne doivent pas tomber dans les mains des Chinois, tout ça, évidemment, c'est pas pour nos valeurs et la démocratie, c'est pour de la prédation impériale, comme d'habitude. Et Zelensky manque de respect à l'empereur, nouvel empereur, qui n'est pas du tout sur la ligne de l'ancien. J'ai compris que cette discussion était tout à fait positive et nos participants ont dit que de la part des Américains, il y avait des personnes tout à fait différentes, ouvertes à la discussion, sans a priori, sans condamnation de telle ou telle chose qui relève du passé. Et donc, l'essentiel, c'est qu'il y a une volonté de travail. Les Européens, eux, sont complètement excités. Ils voudraient tous avoir voix au chapitre pour s'exprimer là-dessus. Oui, voix au chapitre, pourquoi? Je viens de le dire. L'objectif et la teneur dans des discussions étaient essentiellement les relations russo-américaines. Alors ceux qui veulent être des intermédiaires entre la Russie et les États-Unis doivent comprendre que ça sert à rien. Intéressant, c'est que du côté de Vladimir Poutine, contrairement à Donald Trump, il n'y a pas vraiment on donne pas les gages. C'est-à-dire que Donald Trump a accepté de recevoir Emmanuel Macron ou a appelé Emmanuel Macron. On ne sait pas exactement. Certains ont dit qu'il avait été convoqué, etc. Mais dans tous les cas, il y a encore une forme de relation, alors que Vladimir Poutine semble assumer totalement la rupture avec les dirigeants européens. Et ne pas voir à l'avenir une reconstruction de ces relations, du moins à court terme. Ce qui est en train de se passer, ce qui est très intéressant, c'est comme si, moi je compare ça à un train ou un TGV, un train à grande vitesse avec une locomotive ultra puissante, qui depuis 3 ans, on va dire, pénètre en Ukraine pour apporter l'effort, pour participer à l'effort de guerre ukrainien, défendre la nation ukrainienne sans contrepartie. C'est quand même assez intéressant au départ. Et puis là, on s'aperçoit que, avec Trump, il va y avoir, on va se servir en terres rares. Et j'ai entendu même hier. J'ai quand même j'avais les yeux écarquillés en entendant Sébastien Lecornu expliquer que les Français aussi s'intéressent depuis octobre dernier à faire un deal avec l'Ukraine pour les terres rares ukrainiennes. Donc il n'y a pas que voilà. Alors ça, c'est faisons une parenthèse parce que j'avais prévu d'en parler plus tard, mais c'est très intéressant parce que in fine, ce dont on se rend compte, c'est que ce fameux discours du camp du bien, des valeurs à défendre sur la question ukrainienne, en réalité, l'objectif, c'est comme pour les États-Unis, c'est les terres rares, les minerais, les matières premières. Sauf que nous, en plus, on est tellement nuls qu'on les aura pas. Alors, non seulement on risque de pas les avoir, mais surtout, quand Donald Trump explique qu'il veut faire son deal et qu'il veut prendre 500 milliards de terres rares ukrainiennes, se servir comme une sorte de retour sur investissement de l'argent donné pour préserver l'Ukraine, pour faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas envahie par la Russie. Déjà, d'un point de vue trumpien, on va dire, ça peut s'entendre, puisque c'est toujours la question du deal, la question de qu'est-ce que tu me donnes en échange. Je te donne ça, j'ai la force, j'ai la sécurité, qu'est-ce que tu me donnes en échange. Ça, c'est Trump qui est comme ça. Mais depuis 3 ans, et ça rejoint ce que je voulais dire justement, depuis 3 ans, on était habitué à un discours qui disait que vis-à-vis de l'Ukraine, on aiderait l'Ukraine jusqu'à ce que les Ukrainiens ne le demandent plus, jusqu'à ce que la fin, en fait, les Ukrainiens, en gros, triomphent, jusqu'à ce qu'ils récupèrent l'intégrité de leur territoire, leurs frontières de 1991. Tout ça, c'était le discours officiel. Et puis là, ce TGV qui fonçait en Ukraine et qui permettait aux Ukrainiens de tenir, eh bien, la locomotive a disparu. C'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée, elle est partie sur une voie de garage, le train est toujours dans l'axe et nous, on est toujours dans le train. À se demander un peu ce qu'on va faire. Parce que regardez, le problème des Européens, c'est qu'ils ne sont pas unis. Ils sont assez rarement unis, mais là, vous avez en gros un bloc qui correspond aux pays de l'Est, qui ont une histoire particulière avec la Russie, notamment à travers... Avec l'Union soviétique. L'Union soviétique, oui, bien sûr, vous avez raison de le préciser. Mais que ce soit les Estoniens, les Polonais, les Roumains, etc. Mais en même temps, on note quand même des signes de fragilité. La question, par exemple, du candidat
Kalin Georgescu, qui a été arrêté encore hier, qui est empêché de se présenter. Pourquoi il est empêché de se présenter? Pas tellement par cette histoire de TikTok, on lui met des accusations sur le dos, tout simplement parce qu'il a dit qu'il voulait pas faire la guerre. Il a dit qu'il voulait pas envoyer de troupes. Il a dit que, au vu de ce qui se passait en Ukraine, il n'a pas envie que se passe la même chose dans son pays. Ça, c'est coupable de crime de lèse-majesté d'être un allié de Poutine. Les Polonais sont intéressants parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas envoyer de troupes, à la différence des Français et des Britanniques. Donc vous êtes avec une Union européenne avec aussi des Baltes dans le même temps via la chef de la diplomatie européenne. Kaja Kallas, qui, eux, ont un discours ultra vis-à-vis des Russes. Ursula von der Leyen, qui continue à décréter des paquets de sanctions et à vouloir envoyer des armes. Vous avez un discours totalement incohérent. C'est un peu ce que dit Poutine, d'ailleurs. On sent qu'il n'y a pas voilà. Et en même temps, il y a l'idée que on ne sait pas où on va. Le logiciel a changé. Hier, il y avait un article du Financial Times qui titrait les États-Unis contre l'Occident. En fait, tout ça, c'est le grand chambardement a eu lieu. On n'a pas encore, si vous voulez, compris ni perçu l'étendue de ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression personnellement que les pourparlers sur les négociations et potentiellement la paix sont en train d'avancer très rapidement. On n'en connaît pas la teneur encore. On va avoir des surprises. Sur le compte de Volodymyr Zelensky, sur X, les encouragements de maintes et maintes chefs d'État se succèdent, et en particulier celui de Macron. Nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. La rupture est totale ce soir, monsieur. But what specifically do you want to see President Zelensky apologize for? Well, apologize for turning this thing into the fiasco for him that it became. There was no need for him to go in there and become antagonistic. Look, this thing went off the rails. You were there, I believe. It went off the rails when he said, let me ask you a question to the vice president. What kind of diplomacy are you talking about? Well, this is a serious thing. I mean, thousands of people have been killed. Thousands. And he talks about all these horrible things that have happened to prisoners of war and children. All true, all bad. This is what we're dealing with here. It needs to come to an end. We are trying to bring it to an end. The way you bring it to an end is you get Russia to the table to talk. And he understands that. Attacking Putin, no matter how anyone may feel about him personally, forcing the president into a position where you're trying to goad him into attacking Putin, calling him names, maximalist demands about Russia having to pay for the reconstruction, all the sorts of things that you talk about in a negotiation. Well, when you start talking about that aggressively, and the president's a deal maker, he's made deals his entire life, you're not going to get people to the table. And so you start to perceive that maybe Zelensky doesn't want a peace deal. He says he does, but maybe he doesn't. And that active, open undermining of efforts to bring about peace is deeply frustrating for everyone who's been involved in communications with them leading up to today. J'ai une dernière question pour vous, monsieur l'ambassadeur. Oui. Emmanuel Macron, qui se dit disponible pour ouvrir des discussions pour un éventuel, on en est loin aujourd'hui, partage européen de la dissuasion nucléaire française. Est-ce qu'il est crédible que la France, qui a investi des centaines de milliards d'euros depuis des décennies dans sa dissuasion nucléaire, qu'elle possède à 100%, le partage du jour au lendemain avec des pays d'Europe et surtout en échange de quoi ? Raison. On ne va pas demander aux Allemands ou aux autres de financer. Mais là aussi, on sait très bien que l'arme nucléaire, il faut décider parfois dans le quart d'heure, dans les 7 minutes. Donc, ce qu'il pose, c'est d'avoir une unité politique suffisamment forte et cohérente qui décide à l'avance quelle sera notre réponse. C'est toutes les wargames, vous voyez. Alors, on ne demande pas un siège permanent pour l'Europe, mais effectivement, il faut un pôle politique.
Celui-là n'existe pas. On a caressé. Moi, je me souviens même, Juppé déjà avait dit, ça s'appelait la dissuasion élargie. Ça fait 30 ans qu'on en parle, mais on n'a pas fait de progrès. Alors effectivement, on peut engager une discussion qui pourra prendre des mois, parce qu'il faut créer l'outil politique, et ensuite l'outil politique, c'est-à-dire le décideur, va donner l'ordre ou pas de déclencher une arme tactique ou un missile dans les 10 minutes. C'est ça le problème. Donc on a à la fois un problème politique, technique et de cible. Et tout ça ne se fait pas en un quart d'heure. La réunion qui a lieu à Londres, c'est demain, donc on en parlera lundi dans la revue de presse, ou peut-être demain s'il y a des déclarations folles. C'est clairement de créer une coalition de soutien à l'Ukraine pour faire la guerre contre la Russie. Ils ne le disent pas comme ça, mais de facto, quand vous entendez Raphaël Glucksmann, ce qu'il propose, c'est une coalition de pays en dehors du cadre de l'ONU ou de l'OTAN pour aller faire la guerre en Ukraine. Alors, il ne le dit pas comme ça, c'est pour garantir la sécurité en Ukraine, mais ça veut dire quoi, garantir la sécurité en Ukraine? Ça veut dire récupérer les territoires, la frontière de 91, récupérer la Crimée, ou ça veut dire arrêter la guerre à une certaine frontière et éviter qu'il n'y ait des échauffourées pour que n'importe quel accrochage ne déclenche la Troisième Guerre mondiale. Je trouve que c'est d'une légèreté sans nom, cette façon de jouer avec la vie des gens en disant qu'il faut faire la guerre, qu'il faut continuer, alors que la première puissance militaire mondiale, les États-Unis, sont prêts, et c'est rare, à proposer des accords de paix. Il faut les prendre. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Aujourd'hui, tous ces young leaders qui étaient payés par les États-Unis, qui ont profité de l'USAID et de tous des programmes. Raphaël Glucksmann, c'est un agent qui a été responsable des révolutions avec Saakashvili, c'était en Géorgie. Ensuite, bien sûr, l'Ukraine, ça a été son terrain de jeu de la même façon. Pour lui, c'est normal de faire de l'ingérence et de jouer avec les peuples de cette façon-là. Aujourd'hui, ces gens-là se rendre compte qu'il ne faut pas faire confiance aux États-Unis. C'est ce que disent les Russes depuis des dizaines d'années, ce que disent les BRICS, ce que disent beaucoup de commentateurs politiques qui ne sont pas sur LCI. On ne peut pas faire confiance aux États-Unis. Ça, c'est évident. Quand on voit la façon dont ils traitent leurs alliés, c'est assez tragique puisqu'ils sont lâchés en rase campagne quand ça ne va plus. Aujourd'hui, plutôt que de se ranger du côté de ceux qui disent « ne faisons pas confiance aux États-Unis », évitons la guerre, eh bien, nos idiots utiles sont là à dire puisqu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis, tapons sur la gueule de ceux qui ne font pas confiance aux États-Unis. Mais les États-Unis sont plus nos amis. Ah bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez, dans le même temps, et ça c'est encore plus tragique, Emmanuel Macron qui est en train de brader l'arme nucléaire française. Alors, il y a eu des déclarations qui sont en train de faire que le parapluie nucléaire français serait pas mal, en fait, pour tous les pays européens qu'ils souhaiteraient, ce qui est un changement catastrophique de la doctrine nucléaire française, mais visiblement, ça ne choque personne. C'est toute cette séquence qu'on va tenter de comprendre et d'analyser avec vous, Mélina Huet. Merci d'être là, Mélina. On l'a vu depuis hier, les alliés européens ont multiplié les messages de soutien adressés au président ukrainien, preuve qu'ils font tous bloc derrière lui aujourd'hui. Oui, un front uni, presque un front uni, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais là, on va se concentrer effectivement sur ce bloc dont vous parlez. Réaction d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Vous ne serez jamais seul. Et puis évidemment, le président français Emmanuel Macron, sans surprise, qui réaffirme son soutien à Volodymyr Zelensky, que ce soit hier sur X ou bien aujourd'hui lors de sa visite d'État au Portugal. Hier, il a écrit « Si quelqu'un joue à la Troisième Guerre mondiale, c'est Vladimir Poutine ». C'était en réaction à cette phrase qu'on a beaucoup entendue, qui est repassée dans les médias de Donald Trump, qui accuse finalement Volodymyr Zelensky dans un renversement surréel de jouer à la Troisième Guerre mondiale. Ce soutien sans faille à l'Ukraine, depuis quelque temps, il se double d'un rappel à la nécessité d'une Europe forte. C'est ce qu'on dit quand on parle de bloc, une Europe puissante. Le cite, nous en avons plus que jamais besoin. Donc un vieux continent qui veut, ou en tout cas qui essaye de peser dans les négociations. On rappelle quand même que l'Europe est exclue de ces négociations pour le moment sur l'Ukraine. Une Europe puissante en termes géopolitiques, mais aussi peut-être militaire. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Cette vieille idée d'Europe de la défense, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2018, Emmanuel Macron qui avait lutté férocement pour cette idée-là et qui s'était pris un mur, il faut le dire, à l'époque. Il y avait quand même beaucoup de gens qui trouvaient ça anachronique de dire vouloir, je cite, une vraie armée européenne. Pourtant, on était en 2018. Il y avait déjà eu, l'Ukraine était déjà en guerre dans le Donbass. Il y avait eu l'annexion de la Crimée. Depuis 2014. Exactement. 2008, il y avait eu, depuis 2008, il y avait 20% de la Géorgie qui était occupée par l'armée russe, l'Ossétie, l'Abkhazie, on se souvient. Mais à l'époque, certains s'étaient étouffés face à ces propos. Et d'ailleurs, l'un des fervents détracteurs de cette Europe de la défense, c'était qui? C'était le Royaume-Uni,
qui faisait encore partie de l'Union européenne. Donc la position du pays, elle a sûrement changé. Vous parliez de ce sommet qui aura lieu demain à Londres. C'est dans ce contexte-là qu'une quinzaine de dirigeants européens vont se réunir autour de Keir Starmer lors d'un sommet auquel participera Volodymyr Zelensky. Il est arrivé tout à l'heure à Londres. Double objectif, défendre l'Ukraine, augmenter les dépenses de défense, le tout en réduisant, ou en tout cas en tentant de réduire la dépendance du continent vis-à-vis des États-Unis. En tout cas, c'est l'objectif affiché. Keir Starmer qui était jeudi à la Maison-Blanche, et voilà ce qu'il disait devant Trump. Mr. President, I welcome your deep and personal commitment to bring peace and to stop the killing. You've created a moment of tremendous opportunity to reach a historic peace deal, a deal that I think would be celebrated in Ukraine and around the world. That is the prize. Voilà ce qu'il disait jeudi. Merci Donald Trump, merci d'avoir cette initiative pour la paix qui va être célébrée dans le monde entier, qu'on attend tellement. Keir Starmer, Premier ministre britannique. Et demain, avec ses copains européens et l'OTAN, il va proposer la continuation de la guerre. Mais qui sont ces gens en fait? Est-ce qu'à un moment, ils comprennent que c'est des gamins qui sont en train de se faire massacrer dans la boue pour des intérêts d'argent dont ils n'ont que faire? Eux parlent de liberté, de bouclier démocratique, de fer de lance du monde libre. Donald Trump parle de la paix et on peut le remercier pour ça. La paix, bordel. Vous n'êtes pas foutus de la faire. Et vous n'êtes pas foutus de faire la guerre non plus. Alors il va peut-être falloir s'arrêter un moment. Eh ben non, puisque demain à Londres, ça risque d'être un truc de fou. Les Russes contrôlent 70% des minéraux ukrainiens dans le Donbass qu'ils contrôlaient déjà, même s'ils ne l'avaient pas annexé avant 2022. Aujourd'hui, on va dire qu'ils ont grignoté à peu près tous les endroits. Il reste encore des terres et des minéraux rares aux mains des Ukrainiens, mais c'est vrai que les Russes en ont beaucoup. D'ailleurs, je crois que dans les pourparlers américano-russes, la question des terres rares aussi et l'accès aux minéraux côté russe est aussi dans l'équation. Un journaliste lui a posé la question à Donald Trump. Effectivement, il a dit qu'il fallait qu'il se penche sur la question et que ça pouvait faire l'objet d'un accord commercial. Absolument, mais ça va être que ça. Et l'accord va être évidemment corrélé avec la levée des sanctions. C'est surtout ça qui intéresse les Russes. C'est-à-dire que s'ils acceptent de geler le front, en tout cas de décréter un cessez-le-feu, il va falloir qu'il y ait une compensation. Et la compensation, elle est à mon avis évidente, du côté des sanctions et des paquets de sanctions que les Russes subissent de la part des États-Unis. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que la France et l'Angleterre continuent à rajouter des sanctions contre la Russie, qui risquent de ne servir à rien si les sanctions américaines, ou une partie des sanctions américaines, ça servira sont quand levées. même à nuire aux économies européennes. Ah mais complètement, mais de toute façon, là, on l'a vu avec l'élection en Allemagne qui était très, très intéressante à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez un parti comme l'AfD qui a fait plus de 20%, c'est historique, mais surtout l'AfD a l'intention de rebrancher le tuyau, c'est-à-dire de récupérer le gaz russe à bas prix. Pour ce qui est de la CDU, c'est problématique parce que la CDU se plaçait, et particulièrement Friedrich Merz, dans le camp américain. Aujourd'hui, ils essayent de dire que l'Allemagne doit être indépendante au niveau de sa sécurité, mais quelque part, l'équation économique allemande, elle n'est pas résolue parce que il manque cette donnée fondamentale qui est cet accès au gaz à bon marché russe, et que le GNL, on le sait, est bien plus important et bien plus coûteux, et que si l'Allemagne veut redémarrer sa machine et refaire son économie, l'économie qui a fait son succès et qui en a fait vraiment le moteur, le cœur névralgique de l'Europe, eh bien, il faut qu'elle trouve des hydrocarbures à pas cher, et il n'y a pas d'autre solution que de refaire un deal à un moment ou à un autre avec la Russie. Il semble qu'il y ait un impact important de la crise énergétique, un effet boomerang très fort des sanctions que l'Union européenne a appliquées à la Russie. Elle vient d'en refaire un nouveau paquet, contrairement aux États-Unis. Alors, où est-ce que ça mène l'économie de l'Union européenne, ces points particuliers? Alors, tout d'abord, il faut rappeler un petit peu le contexte, et le contexte peut être au-delà de la guerre en Ukraine. Quand l'Union européenne a été créée, c'était censément pour apporter un surplus de croissance
aux pays européens, aux pays membres. Bon, on disait notamment que l'entrée des pays de l'Europe de l'Est allait fournir des gains en termes de productivité et de croissance importants. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, tout d'abord, que l'Union européenne, qui en 2000 était au-dessus des États-Unis en termes de part du PIB mondial calculé en parité de pouvoir d'achat, ce qui est la meilleure méthode pour faire une comparaison. Bon, l'Union européenne était au-dessus des États-Unis en 2000, elle est passée aujourd'hui en dessous des États-Unis. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'elle a été complètement larguée, il n'y a pas d'autre mot, par les pays asiatiques. Alors, ce qu'on appelle l'Asie émergente et en développement. Et la tension est donc montée encore d'un cran cette nuit entre la France et l'Algérie. Alger l'annonce, elle rejette catégoriquement, ce sont ses mots, les menaces et les ultimatums. Et oui, entre la France et l'Algérie, on semble être au bord de la rupture. C'est la guerre des mots, la guerre des communiqués. La France a menacé de remettre en cause les accords de 1968 qui offrent un statut particulier unique pour les Algériens. C'est la conséquence, vous le savez, de l'attentat récent de Mulhouse qui a encore aggravé la crise entre les deux pays. Même si François Bayrou, le Premier ministre, à l'issue d'un comité interministériel sur l'immigration, avait assuré que son idée n'était pas du tout l'escalade avec l'Algérie. De part et d'autre de la Méditerranée, le fossé se creuse. Le gouvernement français pose maintenant un ultimatum à Alger. Il lui donne 6 semaines pour réexaminer la totalité des accords entre les deux pays. À Alger, on dénonce, vous l'avez dit, une cabale, une escalade, et tous les messages envoyés sont également très durs. La récente visite du patron de la DGSE, Olivier Lerner, à Alger, de même que l'interview du président Tebboune à un média français, ne semble avoir servi à rien. Alger se dit prêt au rapport de force. Or, vous savez, c'est la demande de nombreux ministres français, dont Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Il faut en finir, selon lui, avec l'apaisement, avec la diplomatie. Il faut s'engager dans une sorte de loi du talion, riposter quand Alger refuse de récupérer, comme ce fut le cas, l'auteur de l'attaque terroriste de Mulhouse. Eh bien, il faut réagir en punissant l'Algérie, quitte à aggraver encore la crise. Des mots très durs donc entre nos deux pays au bord de la rupture. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Georges ? Alors, les irritants se sont multipliés depuis un an environ. Il y a eu tout d'abord la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental, à l'été 2022, qui a fortement crispé Alger. Il y a eu ensuite l'incarcération, vous vous souvenez, jugée scandaleuse à Paris, de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, un otage politique, dit-on, à Paris. Il y a eu l'affaire des influenceurs franco-algériens en France. Il y a eu aussi les récentes visites de Rachida Dati au Sahara occidental, de Gérard Larcher. Bref, la coupe est pleine, on considère Alger, mais derrière cela, il y a le sentiment en France que l'Algérie n'a jamais répondu aux offres, notamment d'Emmanuel Macron. Le pouvoir algérien reste calcifié autour d'un noyau dur, hérité de la colonisation, pour qui tout est de la faute des Français, tout est de la faute des colons, comme on dit. Or, c'est un discours qu'à Paris, on ne veut plus entendre. Bon, mais comment on sort de là ? C'est quand même la grande question. Alors, Alger, mais aussi certains en France, semblent en appeler à Emmanuel Macron pour une sortie, je dirais, pour apaiser les esprits. Alger semble vouloir jouer, d'ailleurs, connaissant très bien
bien le dossier franco-algérien, qui est un dossier de politique intérieure française, sans vouloir jouer le président de la République contre le gouvernement. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron avait tenté un apaisement avec Alger en s'y rendant en 2022. Il avait fait des gestes. L'Algérie ne lui a jamais renvoyé l'ascenseur, ce qui a beaucoup crispé. Dans ce rapport de force, l'Algérie, il faut le dire, a quand même des leviers importants. Ce délai de 6 semaines, cet ultimatum tombe en plein Ramadan, donc on voit mal les Algériens se lancer dans une refonte de leur dispositif. Donc c'est un dossier, comme je dis, de politique intérieure française, un dossier extrêmement explosif. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.